Alors je vais passer la parole à la salle, mais peut-être pour établir avant un dialogue entre vous. Euh, Si on reprend la logique de la psychologie des peuples, cher à André Siegfried, et que vous avez les uns et les autres repris pour qualifier la Russie, son comportement, son humiliation, son côté revanchard, son besoin de reconnaissance. Alors, si vous appliquez les mêmes critères, par exemple aux États-Unis d'aujourd'hui, comment vous décririez la névrose américaine aujourd'hui? Il faut appliquer les mêmes critères. Si on se met maintenant dans une logique de rapport stratégique, c'est pas parce que, et donc sans se poser la question du bien fondé, aujourd'hui la Russie retrouve une mobilité qu'elle n'avait pas, mais quand nous avions cette mobilité politique, stratégique, je veux dire, on ne s'en étonnait pas. Donc, effectivement, ce qui frappe, c'est de voir plutôt combien l'OTAN est fixé, combien l'OTAN est incapable de contre-réaction ou d'une telle mobilité, y compris diplomatique, hein, sur les théâtres extérieurs. Ou simplement pour gérer sa frontière à l'est. Enfin, c'est le dernier point que tu évoquais, c'est-à-dire qu'évidemment, dans un cas, on a une puissance qui a un comportement de puissance classique, voilà. En face, on a une organisation composée de divers États, avec quand même un État, un pays qui est surdominant, qui lui-même a, je dirais, ses propres intérêts de puissance, qui peuvent être différents des intérêts de puissance coalisés des Européens. Et au sein des Européens, vous avez vous-même montré la division entre ceux qui sont à l'Est et ceux qui ont d'autres préoccupations à leurs frontières méridionales. Une organisation qui est profondément divisée. Aujourd'hui, la question de la Turquie pose au moins autant de problèmes que la question russe. Donc voilà, je vous relance sur ces quelques sujets un peu provoquants aussi avant de passer la question à la salle. Ça fait beaucoup. Alors, je voudrais juste faire une phrase sur la Turquie. Ça me coûte beaucoup de le dire. J'ai beaucoup d'amis turcs et un grand respect pour la Turquie. Je connais pas mal. Alors, si je suis cité demain, je suis mort. Mais je pense que l'OTAN a un problème avec la Russie, avec la Turquie, de nature beaucoup plus existentielle qu'avec la Russie. Avec la Russie, on est dans le dialogue, ouais, on est en train de s'engueuler, on se jette la vaisselle à la tête. Bon, mais ça finira par se calmer un jour, sauf si, comme je l'ai dit, on a le cataclysme que je n'appelle pas de mes voeux, mais qui est possible. La Turquie, c'est existentiel, c'est interne. Et l'OTAN ne s'est jamais dit qu'elle aurait un problème interne de ce poids-là. Alors, comme le sujet du jour n'est pas la Turquie et que je voudrais quand même conserver quelques amis, je préfère en rester là. La Russie reste un problème, entre guillemets, gérable. Alors, c'est un révélateur pour l'OTAN, c'est un révélateur d'un certain nombre de... Alors, est-ce que ce sont des lignes de division, des fractures? Par exemple, il y a le tropisme sud et le tropisme est. Donc un certain nombre de pays, dont la France, qui a les jambes sur les deux côtés, disent c'est bien gentil cette focalisation sur l'est, la vérité des problèmes, il est au sud. Pour l'instant, on n'est pas encore en guerre avec la Russie, et d'ailleurs, on n'y croit pas. Donc c'est pas parce qu'on s'engueule avec le voisin qu'on est parti en guerre avec le voisin. En revanche, au sud, c'est mal. Mais en même temps, les mêmes pays ne cherchent pas un rôle pour l'OTAN en Afrique. La France trouve que, etc. Ouais, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui voudraient partager la gestion des théâtres avec l'OTAN. Ce n'est pas le rêve d'un certain nombre de mes camarades aujourd'hui que de passer le Manche à l'OTAN pour ce que l'Afrique nous vaut comme activité. Donc c'est très... et les Américains, ils voient ça avec Africom et Centcom, à la limite on ne s'embarrasse pas des autres. Donc dire que l'Est est une distraction à l'OTAN, c'est une distraction pour un certain nombre de pays membres, mais ce n'est pas une distraction pour l'Alliance, l'organisation en tant que telle. Cette menace Est,
elle est très pratique. Je parlais de mes amis de UCOM. C'est pratique parce que les Américains, c'est quand même bien quand ils ont un ennemi. La vie est beaucoup plus simple, ça les arrange intellectuellement. Je ne voudrais pas être dédaigneux en disant ça. Mais la vie est plus simple. Donc ça y est, le UCOM, qui était un théâtre en perdition, qui était un théâtre de soutien pour les autres, le théâtre où il fallait être affecté, c'est pas comme Hawaï, parce que là on gère la Chine, la Corée du Nord et tout. Donc c'est bien d'être dans un commandement qui a un vrai problème. Et le problème des amis américains qui étaient à Stuttgart, c'est qu'ils étaient dans un truc où on faisait du service après-vente pour les Balkans. De loin, on regardait l'Afghanistan, mais d'ailleurs non, eux ne regardaient pas l'Afghanistan. Et donc, ça y est, ils sont... Voilà, un théâtre porteur, enfin. Le mot anglais, c'est flippant pour dire ça. Je suis désinvolte avec ça, un peu excessivement, hein, je caricature. Mais ça reste une autre vérité psychologique. Mais je ne voudrais pas monopoliser le débat. Tu posais la question de la névrose américaine. Le problème, c'est que depuis que Trump est arrivé, c'est plutôt la psychose. Enfin, je pense qu'on monte d'un degré, c'est difficilement interprétable pour des tas de raisons qui ont été déjà bien décrites. Imprévisibilité croissante, imprévisibilité même érigée comme avantage stratégique par le président lui-même. Donc ça floute les interprétations. Mais ce qu'on peut dire, c'est que l'approche qu'on appelle en théorie DRI constructiviste, c'est-à-dire qui insiste vraiment sur les idées, les valeurs, les représentations que les acteurs ont d'eux-mêmes, etc. On peut évidemment l'approcher, là on l'a appliqué à la Russie, on peut l'appliquer aux États-Unis, on peut l'appliquer à la France. Et ça donnerait quoi? Ça donnerait, dans le cas américain classiquement, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, parce que ça peut changer maintenant avec Trump qui est plus isolationniste, on a une politique étrangère américaine qui est vraiment... qui a l'image d'elle-même, qui est fondée sur deux piliers que sont la liberté individuelle et la démocratie, avec le risque, ce qu'un commentateur américain un jour a apporté, exporter Locke, parce que le philosophe anglais pour le coup, John Locke, exporter Locke partout. Donc c'est la question de défendre les valeurs que les Américains estiment comme étant pas strictement, mais en tout cas originellement américaines, et les défendre en les imposant, en les exportant. C'est la question de l'exportation de la démocratie, etc. Donc parfois, la névrose américaine, ça peut être ça. C'est la question de l'exportation de la démocratie, je crois, parce que c'est lié à la manière dont le pays se perçoit lui-même. Et ça peut lui faire certaines choses. Pour la France aussi. Et d'ailleurs, la France partage ça avec les États-Unis. Ce sont les deux seuls États qui ont une prétention universaliste, pour des raisons assez proches. Et la France, elle, on n'arrête pas et vous voyez notre politique étrangère, on le répète sans arrêt, nous sommes le pays des droits de l'homme. On n'est pas le pays des droits de l'homme, ça c'est faux, et Badinter l'a bien expliqué, on est le pays de la déclaration des droits de l'homme, c'est pas la même chose, et cette déclaration elle-même, elle s'appuyait sur des textes antérieurs, non seulement américains, les déclarations d'indépendance, mais britanniques, y compris très très anciens, Magna Carta, etc. Donc en réalité, les droits de l'homme, c'est pas une invention française, ça s'est fait au moins à 3, et puis il y a aussi des sources non occidentales, enfin bref, peu importe, en tout cas, peu importe parce que dans le constructivisme, ce qui compte, ce sont les perceptions. Et la perception, c'est qu'en France, on est obsédé par ça. Donc comme on est persuadé d'être la patrie des droits de l'homme, qu'on le répète sans arrêt, qu'on est persuadé d'avoir inventé quelque chose qui s'appelle le droit d'ingérence dans les années 80-90 avec Bernard Kouchner et Mario Bettati, alors que ça, c'est pas vrai non plus, quand on l'étudie, eh bien ça façonne un certain discours, un certain narratif qui peut servir à intervenir. Et ça explique aussi pourquoi la France, comme les États-Unis, sont plus interventionnistes sur certains théâtres. Et pourquoi on y va la main sur le cœur en disant on y va pour sauver, pour protéger, etc. Alors qu'il y a naturellement, comme partout, des intérêts qui sont aussi nationaux. Donc voilà, sans parler nécessairement de névrose, en tout cas, les représentations qu'on a de soi-même peuvent, en politique étrangère, susciter des comportements et pour le coup des interventions tout à fait réelles. Je vous en prie. Dire une chose sur le président Trump. Alors je vais faire de la fiction. C'est un exercice de fiction. Il est peut-être l'opportunité rêvée pour déshumilier les Russes. Parce qu'il n'est pas exclu que le président Poutine positionne ses pièces, tel le joueur d'échecs, et qu'il attend que le président Trump se prenne les pieds dans le tapis, big way,
et qu'ils soient après et qu'ils se rendent compte qu'il s'est fait complètement blouser. Et ce jour-là, soit il sera dans le mode escalade, la fuite en avant, et là, alors là, bon, all bets are off, hein, c'est la chaleur et lumière, soit il aura un moment de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on m'a fait là, et il y aura les analystes qui diront c'est comme ça que et tout, et dire ok, bienvenue sur la planète Terre, maintenant on commence à être sérieux. Voilà, c'est de pure politique fiction. Bon. La salle maintenant. D'abord les étudiants. Ah, vous n'êtes pas tout à fait étudiant. Monsieur Garcia. Mais vous aurez la parole quand même. Vous avez droit. Monsieur Garcia. Et je vous ai vu là-haut. Voilà, très bien. Puis après, je vous passerai la parole, monsieur. Bonsoir, en général. Vous avez évoqué l'OTAN qui est finalement perçu de très loin par les populations. On a évoqué aussi la contre-propagande. Moi, je voulais demander, est-ce qu'il y avait une véritable politique de communication de l'OTAN, je dirais, dans l'espace médiatique des pays membres? Et est-ce que ce n'était pas aussi l'enjeu de communiquer pour les citoyens des pays membres, finalement pour peut-être les rapprocher de l'organisation que représente l'OTAN et finalement comprendre mieux les objectifs et surtout ce qui est fait par l'organisation? Je vous remercie. Bon, la politique de communication de l'OTAN, elle est très institutionnelle, elle est très consensuelle. À l'arrivée, elle fait pitié. Ça fait pitié. Et pourtant, Oana Lungescu, elle est charmante, elle a le porte-parole de l'OTAN et tout. C'est parce que systématiquement, c'est la réaffirmation de nos valeurs. Et donc, le plus agressif que j'ai vu, c'est la réfutation, point par point, des thèses russes, qui est en réalité qui est bien faite. Hein. Je prenais ce dossier en disant, si vous voulez rigoler, non, c'est pas mal fait. C'est le plus loin que sait faire l'OTAN en tant qu'entité collective. Voilà, la réaffirmation de nos valeurs, et ce qu'ils disent est faux, et voilà. Et donc, effectivement, quand on dit il faudrait qu'on fasse de la contre-propagande, we don't do propaganda. Et je ne parle pas de propagande, je parle de contre-propagande. Et puis, on pourrait être plus pervers. Alors, on dit nous ne faisons pas dans le mensonge. Bon, on peut peut-être faire dans l'insinuation, alors. Oui, on pourrait, à la limite, on pourrait leur en donner pour leur argent. Je vais prendre un exemple. Ce qui est arrivé à l'Ukraine. À mon petit niveau, quand c'est arrivé, j'ai dit comment on va nommer cette affaire, l'affaire ukrainienne. Parce que donner un nom, c'est très important. Ceux d'entre nous qui ont des enfants le savent. Bon. Et c'est très important de donner un nom. La guerre des 6 jours, les Falklands, etc. Et moi, je proposais d'appeler ça le viol de l'Ukraine. Donc, au lieu de dire, parce que les journalistes ont du mal, c'est la crise ukrainienne, c'est etc., etc. Donc, on dit, tout ce paquet d'activités des Russes autour de l'Ukraine, on n'a qu'à dire, c'est le viol de l'Ukraine. Et le secrétaire général dit, vous parlez ce que nous appelons le viol de l'Ukraine, et M. Hérault dit, le viol de l'Ukraine, mais effectivement. Et donc, parce que l'avantage d'utiliser ce mot, c'est qu'il survit à la traduction. Et que si on est cité en russe, c'est ce mot-là, d'une façon ou d'une autre, qui apparaîtra. Et pour la moitié de la population, il a un certain poids. Et donc, du coup, ça déstabilise un peu. Voilà. Mais on m'a dit, non, c'est un mot chargé, c'est pas politiquement correct, on va avoir la résolution 1325 sur le dos, ou je sais pas quoi, donc toutes les féministes vont nous tomber dessus. Donc, on ne fait pas ça. Voilà. Bon, mais je regrette. C'est un mot, la vérité est horrible, mais le mot, il est légal. Voilà. On ne fait pas ça à l'OTAN. Monsieur, là, vous avez le micro. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, messieurs. Merci pour votre conférence. Ma question concerne la défense antimissile. Vous avez dit tout à l'heure qu'elle ne constitue absolument pas un danger militaire majeur pour les Russes. Mais donc ça m'a interpellé un petit peu. On a l'impression quand même un petit peu depuis 10 ans ou 15 ans que c'est un nouvel enjeu, que ça pourrait constituer une révolution dans les affaires stratégiques quand on lit un peu les médias. Donc je voulais un petit peu savoir si vous pouviez développer un petit peu ce point.
Et puis, du côté russe, pourquoi est-ce que eux, du coup, donc vous dites que ce n'est pas un danger, pourquoi eux considèrent cela comme un grave danger, sauf s'ils mentent, ou c'est aussi une posture seulement? Et est-ce que aussi ils envisagent eux-mêmes de éventuellement développer ce thème, cet enjeu stratégique? Merci. Merci. Ils en ont fait de la défense antimissile. Techniquement parlant, bref, la technologie qui est en train d'être mise en œuvre, en réalité, alors, faut pas que je vous tue tous après. Donc j'essaie de me souvenir ce qui a été dit au sens officiellement du terme, etc. Les capacités des missiles qu'on utilise, et les radars, et l'interception, etc., en réalité ne permettent pas de traiter des missiles sophistiqués comme ont les Russes ou comme ont les Français. Et d'ailleurs, les Français sont singuliers à l'OTAN, on a des positions très hard sur la défense antimissile, et on a tous nos alliés qui disent « mais pourquoi ?» Mais parce que nous, on les fabrique, ces saloperies. Les Tchèques, les Slovènes, les Polonais, les Allemands, avec toute l'affection que j'ai pour eux, ne comprennent pas les missiles. Ils n'en fabriquent pas, ils ne s'en servent pas. Donc il y a l'Amérique et la France qui savent de quoi elles parlent quand elles parlent de missiles et de ce qu'on sait intercepter ou pas, de ce qui est interceptable ou pas. Et donc déjà, aujourd'hui, les Russes sont très à l'aise. Leurs missiles, ils passeront. En plus, une salve de 100 missiles, elle passera. Donc face à un système central, la défense antimissile balistique telle que l'OTAN a décidé de la déployer, telle que les Américains la financent, en réalité, n'a aucune perspective dans un avenir, je sais pas, 20 ou 30 ans, d'être le bouclier dont certains pourraient rêver. Et puis ensuite, il y a un certain nombre de membres de l'Alliance qui ne veulent pas en rêver, parce que c'est déstabilisant pour la France. La France, c'est la dissuasion nucléaire, c'est quand même le fondement de notre posture. Ce n'est pas le bouclier anti-missile. Donc nous-mêmes, les Français, on ne veut pas d'une défense antimissile qui nous permettrait de déstabiliser la dissuasion nucléaire. Donc, bref, traiter un rogue state qui est capable d'en lancer quelques-uns de technologies dépassées qu'on verra venir, etc., ça, ok, c'est le niveau technique. Plus il y a un calcul de trajectoire, etc. Voilà. Alors, ce que voulaient les Russes officiellement, il y a eu des exposés très détaillés de NATO Secret pour leur expliquer ce que c'est. Ils ont visité des sites à l'époque, des Américains ont visité leurs sites, soit dit en passant, et donc les Russes, ils voulaient un joint command. Donc l'idée, c'est qu'un missile, il arrose un cône. En particulier, la destruction du missile pose problème aux gens qui sont en dessous. Et c'est d'ailleurs pour ça que les sites des missiles sont en Europe, et voilà. Parce qu'il vaut mieux qu'ils tombent ici que sur le Montana. Et donc, mais c'était impossible techniquement, technologiquement, d'avoir, avec le réseau qu'ont fait les ordinateurs, de les rendre compatibles avec ce que les Russes ont. Donc déjà, c'était une question vide de sens au sens technologique du terme. Parce que les Russes avaient proposé, partant d'un arc de tir possible, de dire, nous on prend tout ce qui est au nord de l'arc et vous prenez tout ce qui est au sud, mais la décision de engage est conjointe. Et alors cette ligne, elle coupait à travers la Pologne. Alors vous imaginez les Polonais qui ont dit non, nous la garantie elle est autant, donc la ligne elle fait comme ça là, hein, c'est ce que vous voulez, mais on ne compte pas sur les Russes pour protéger le quartier nord vous voyez. Donc c'est le genre de discussion entre militaires qui ne tourne pas forcément bien. Mais en général, d'une certaine manière, vous montrez combien le projet de la défense antimissile est un projet politique. Donc il l'était à l'Ouest comme un projet d'unité, et donc renvoyant bien de l'autre côté de ceux qui n'étaient pas dans ce projet politique, ressoulignant quand même une démarcation politique, ou stratégique, ou politico-stratégique. Mais vous avez raison de souligner qu'effectivement, les motifs n'étaient pas, en tout cas au moment où la querelle est née, et encore aujourd'hui, dans les capacités technologiques à empêcher soit des missiles russes de passer, soit des missiles sophistiqués d'être... C'est déstabilisant pour les Russes, en tout cas c'est ce qu'ils disent, parce que ça met un doute
sur la dissuasion nucléaire. Il y a quand même un doute que ce truc-là ne passera pas ou que, à terme, les Américains, on l'a bien compris, ils veulent un bouclier, un vrai, y compris face à nous. Ils veulent nous désarmer de fait. Mais c'est honnêtement, je dis ça honnêtement, pour avoir été dans les discussions, les groupes de travail et tout, sans présence des Russes et tout, c'est pas de toutes les réunions où j'ai été, c'était pas l'intention, honnêtement, et c'est pas la perception. Ça n'a aucun sens techniquement, technologiquement, physiquement, la physique, ça n'a aucun sens contre la dissuasion nucléaire russe. Et ensuite, on est les premiers à dire, et on n'y croit pas, que les Russes feront une salve nucléaire. Nous ne croyons pas être dans un monde où une salve massive des Russes est possible, même s'ils l'ont fait en exercice, des salves dites de désescalade. Donc c'était bien une lecture politique et stratégique. Monsieur, vous avez la parole. Ensuite, il y a Nicole Niesotto. Monsieur. Ah, vous aviez droit cette fois. Ah, vous pouvez. Oui. Oui, merci de me donner la parole. Donc, je ne suis pas étudiant. Une question dans le pulse diplomatico-militaire. Donc, on a l'OTAN, les acteurs de l'OTAN, la Russie en face sur le théâtre européen. Quid des accords de Lancaster, Grande-Bretagne, Royaume-Uni, pardon, encore aujourd'hui, France, et des engagements qu'impliquaient ces accords suite au Brexit et la position des Britanniques dans l'OTAN vis-à-vis de la Russie. D'accord, on n'est pas sur la Russie, on est sur autre chose, mais on vous répondra, qui est la problématique du Royaume-Uni, du Brexit, de leur participation à l'OTAN et des rapports avec la France dans le cadre de Lancaster House. Mon général, vous n'étiez pas venu pour ça, vous n'étiez pas venu pour la Turquie alors non plus. je ne suis pas un expert sur Lancaster. Alors, Lancaster va très bien. Voilà, donc Lancaster, c'est la ligne du parti à Paris. Lancaster remplit tous ses objectifs. D'ailleurs, je viens aujourd'hui d'un exercice au CHEM qui est dans le cadre de Lancaster, où on est en train de planifier, dans un contexte fictif, l'engagement de la CJEF, la Combined Joint Expeditionary Force, sous mandat des Nations Unies. Voilà. Donc, et puis il y a le côté nucléaire de Lancaster, très important. Voilà. Mais ça n'a jamais, à ma connaissance, c'est complètement hors champ de l'OTAN, et alors encore plus des Russes. On n'a pas, sauf erreur, on n'a pas fait Lancaster parce qu'on s'inquiétait des Russes. Non, on peut dire quand même que dans Lancaster, il y avait l'objectif d'une coopération stratégique avec les Britanniques, donc y compris sur le volet nucléaire. Oui. Mais ça va durer, ça survivra. Je pense que l'intention est que ça survive au Brexit. La Grande-Bretagne ne quitte pas l'OTAN. Bon. Elle reste un partenaire majeur pour la France. Dans l'état actuel des choses, tout le monde souhaite que Lancaster persiste, s'approfondisse, se densifie, je ne sais pas quel mot. Nicole, et je demande aux étudiants de préparer d'autres questions, si on a. Oui, je vous ai vu, M. Cameron. Bon, mais les professeurs, les experts ont le droit aussi de poser des questions, mais c'est vrai qu'on laisse toujours là, et les journalistes aussi. Bon, alors, Nicole, tu poseras ta question juste après, Isabelle. Moi, j'ai un commentaire et une question. Ah. Le commentaire, c'est pour répondre un peu à ta question sur les névroses. Je ne suis pas totalement d'accord sur l'image qui a été donnée de la névrose américaine. Je crois que ce que vous avez décrit, l'exportation de la démocratie, c'était vrai il y a longtemps. C'était vrai sous Bush, mais aujourd'hui, ça n'est plus du tout ça. Et je crois que ce que veulent les Américains, c'est surtout ne pas être obligés de sortir pour exporter la démocratie et les droits de l'homme. Et que Trump a été élu sur ce programme de mettre la liberté pour les Américains, la richesse pour les Américains, et que les autres se débrouillent. Et d'ailleurs, là-dessus, je suis d'accord avec vous, Général, pour dire que Trump, c'est peut-être une chance dans la relation avec la Russie. Alors, je ne sais pas comment, mais le simple fait qu'il ait un dialogue avec ce président russe, qu'Obama n'avait pas, Obama ne pouvait pas décrocher son téléphone comme ça facilement, je trouve que c'est mieux d'avoir une relation avec Poutine que de ne pas en avoir du tout. Maintenant, ma question, c'est sur ce qui reste de la doctrine nucléaire de l'OTAN. Parce que moi, je n'ai jamais compris ces scénarios de guerre sur les États baltes, et en particulier le scénario d'une invasion conventionnelle de la Russie sur les États baltes. Ça n'a pas de sens, à mon avis, si on considère qu'il y a toujours une doctrine de dissuasion élargie
au sein de l'OTAN. Alors, est-ce que ça existe toujours, ou est-ce que les Baltes ont raison de faire des scénarios de bataille conventionnelle qu'ils perdraient évidemment? Alors Isabelle, et puis tu répondras peut-être sur les névroses, et vous avez la chance de pouvoir répondre sur les États baltes. Isabelle, la scène. Moi j'ai une question très courte. Est-ce que vous pensez que la Russie peut encore empêcher l'entrée du Monténégro dans l'OTAN depuis la tentative de coup d'État il y a 2 mois, et le cas échéant, comment pourrait-elle le faire? Alors Jean-Baptiste, tu réponds comme tu veux. Je suis d'accord avec toi, Nicole. C'était un peu caricaturé de réduire la politique étrangère américaine à l'exportation de la démocratie. C'est un symbole. C'était flatteur. Mais la politique étrangère américaine a toujours oscillé entre des phases d'introversion et d'extraversion. Et quelqu'un comme Justin Weiss a travaillé précisément là-dessus. Donc, extraversion sous Bush. Trump, c'est difficile de dire, même s'il s'annonçait comme un isolationniste, donc introversion radicale. En vérité, on ne pensait pas très bien ce qu'il va en faire, y compris la rallonge sur le budget de la défense. C'est aussi pour faire quelque chose et potentiellement à l'extérieur. Et il est capable, comme il est imprévisible, de se montrer extraverti sur certains dossiers. Donc je ne suis pas sûr que lui respecte ce balancier américain entre extra et intraversion. Puis Obama était entre les deux, avec sa stratégie furtive. On n'était plus dans l'ère des grands déploiements, on était dans une concentration sur drones, forces spéciales, cyber. Donc plus discret, puissance ambivalente, pardon ? Pas pour les droits de l'homme, quand même. Il y avait chez Obama la promotion des droits de l'homme, c'était quand même central. Samantha Power, c'était un élément central de sa politique. On peut dire qu'il a échoué sur certains dossiers, dont Guantanamo. Mais si on compare avec ce que fera Trump et ce qu'avait fait Bush, je pense que c'était pas un mauvais président de ce point de vue. En général, les États baltes. Merci. Alors, oui, et sur la doctrine nucléaire, heureusement que vous m'avez donné 3 minutes, parce que c'est une question de cours. Bref. Alors, la ligne du parti. L'alliance est une alliance nucléaire. Elle est dotée de l'arme nucléaire. Maintenant, il n'y a aucune automaticité. L'article 5 ne dit rien sur les moyens engagés, etc. Les exercices nucléaires de l'OTAN, ça existe, ça continue. Je ne préfère pas parler des scénarios. Et puis la France, elle a aussi sa doctrine nucléaire. Et donc, est-ce que la France, entre guillemets, tirerait pour les pays baltes ? Je ne sais pas si quelqu'un le sait dans cette salle. Moi, je ne le sais pas. Et puis, on verra quand on y sera. Et pour l'instant, on est dans le mode... Non. Donc l'OTAN s'en servirait s'il fallait. Ça supposerait que techniquement elle puisse s'en servir, ce qui est un autre débat. Je veux dire par là que les Russes ne sont pas forcément impressionnés par les capacités officiellement nucléaires de l'OTAN. D'ailleurs officieusement, puisque c'est dans des sites dont on ne cite pas le nom, c'est pas connu, personne ne sait, etc. Donc ça, on est complètement dans le virtuel. En réalité, on fait des exercices qui sont intéressants, mais on est complètement dans le virtuel. Et puis ce qu'on peut dire quand même, c'est que il y a une doctrine nucléaire de l'Alliance, mais c'est vrai que toute la tendance depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale a plutôt été une tendance de la renationalisation des forces nucléaires, quels que soient les pays. La Russie, du fait de la dislocation de l'URSS, du pacte de Varsovie, etc. Les Américains, d'une certaine manière, en troquant le bouclier antimissile contre, je dirais, une couverture de leur dissuasion nucléaire et qui est davantage ramenée à la sanctuarisation de leurs intérêts nationaux. Les ouvertures dans la doctrine française avec les Européens, les Allemands, d'une dissuasion concertée n'ont pas abouti. Donc partout, on a quand même vu l'idée que les forces nucléaires étaient dédiées à la sanctuarisation des intérêts vitaux de chacune des puissances qui les détiennent. Voilà, mécaniquement. Alors, dans la conception française, et a fortiori dans la conception américaine, c'est vrai qu'il y a l'idée qu'est incorporée à nos intérêts vitaux
possiblement la défense d'alliés avec qui nous avons uni notre destin. Et pour les Américains, il y a une posture stratégique qui reste encore celle du parapluie nucléaire. Mais c'est vrai que la tendance des 20 dernières années a été celle de, j'allais dire, d'une forme de rapatriement par rapport à soit ce qui existait du temps de la guerre froide avec le parapluie américain sur l'ensemble de l'Alliance, soit avec des tentatives qui ont été faites immédiatement après la guerre froide d'élargissement des couvertures, comme en ce qui concerne la dissuasion nucléaire française. Jean-Baptiste. Non, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Sur la question des exercices, moi, ça ne me semble pas absurde de faire des exercices, des scénarios sur la base d'une invasion des pays baltes. Dès lors que subsistera dans l'esprit russe un doute sur le fait que s'ils prennent les pays baltes, et ils sont capables de le faire en quelques heures, à cause de grâce pour eux à la géographie, dès lors que subsiste dans leur esprit un doute sur la réaction de l'OTAN, et sur est-ce qu'on est prêt à une guerre nucléaire avec la Russie pour défendre les 3 pays baltes, ou l'un d'entre eux, si ça ne touche que l'un d'entre eux. Et c'est normal que dans leur esprit subsiste un doute, parce que je pense que dans le nôtre aussi. Dès lors que ça, c'est pas la doctrine, mais nous, population, je ne dis pas nous, gouvernement, nous, population, dans notre esprit, le doute subsiste. De leur point de vue, c'est pas complètement irrationnel. Donc il n'est pas irrationnel d'une autre de faire des exercices sur cette base-là. Qu'est-ce qui se passerait si les forces conventionnelles arriveraient, etc. D'autant plus que ce qu'ils ont déployé à Kaliningrad nous empêche de secourir les États baltes par la Pologne. Et donc ça implique de passer par la Scandinavie. Et si jamais il y a 2 îles en Scandinavie, et si jamais ils prennent possession de ces 2 îles, dont l'une, celle au nord, la finlandaise, est démilitarisée, ils pourraient faire un rideau qui empêcherait l'OTAN, en réalité, grâce au déni d'accès, d'assister les États baltes. Donc ça accroît encore plus leur chance. Je vais revenir sur ce déni d'accès. Concernant le Monténégro, la tentative de push, ce que j'ai lu dans la presse, je ne suis pas allé lire récemment, mais je ne pense pas que ça remette en cause les conditions pour un pays, donc là, en question, le Monténégro, pour être... Alors, déjà, ils sont officiellement candidats, ils sont dans la dernière étape de la candidature, au sens ils siègent dans les comités comme observateurs aujourd'hui, participent à des tas de travaux, et ils sont en train d'apprendre le fonctionnement interne. Pour l'OTAN, la question, c'est il faut que ce soit très clairement consensuel politiquement, au sens c'est pas un parti au pouvoir avec 50,8% des voix face à une opposition déterminée, ça bloquera. Il faut que ce soit considéré comme une cause nationale et non comme une cause partisane. Ça peut repartir en arrière. Les Monténégrins leur candidature sera finalement acceptée, quand eux seront prêts et se diront prêts, et il faudra qu'ils se disent prêts de façon convaincante. Ce n'est pas une petite minorité de fortune qui fera l'affaire. Même si juridiquement, on peut signer un traité à partir du moment où l'Assemblée est contrôlée, si vous voulez. Voilà. Mais l'opinion monténégrine, de ce que j'ai vu quand j'y suis allé, attention, et je ne me promenais pas avec un micro-trottoir en faisant des sondages, mais bon, ça fait partie du cursus. Et je pense dans l'ancienne école, au sens, c'est plus facile de rentrer à l'OTAN, et en fait, on vise l'Union européenne. Donc, je pense que pour beaucoup, ils voient l'OTAN comme les autres, quoi. C'est l'étape vers l'UE, c'est plus facile. Voilà. Un des avantages d'avoir le Monténégro dans l'OTAN, c'est qu'on n'aura pas de A2AD russe dans les Bouches de Kotor. Je veux dire par là que le Monténégro, il apporte à l'OTAN, indépendamment de l'amitié des peuples et la qualité de leur vin et de leurs sites touristiques, il apporte le contrôle total du littoral méditerranéen. C'est pas neutre, ça. Alors sur le A2AD, alors là, ouais, c'est la terreur, c'est le gros sujet, on va tous mourir. La vérité, c'est qu'un porte-avions nucléaire américain fait une bulle A2AD à peu près comparable. Et jusqu'à présent, on ne s'est jamais énervé, y compris les Russes d'ailleurs.
le A2AD, je veux dire, si jamais on commençait à... ouais, ça va forcément compliquer la vie. D'un autre côté, nous aussi, on va le faire, le A2AD. Le jour où les Allemands mettront des patriotes, en fait, il va y avoir 2 bulles de A2AD qui se superposeront, plus personne volera. Voilà, ok. Et il n'y a plus de bateaux qui navigueront, ok, pour personne, y compris les Russes. Jusqu'à que les tirs qui vont bien et les campagnes terrestres qui vont bien auront réglé le problème dans un sens ou dans l'autre. Je crois que les Russes sont très rationnels. Et par exemple, je ne crois pas c'est personnel, je ne crois pas qu'ils commenceront une guerre depuis Kaliningrad. Je veux dire par là, si une guerre commençait, admettons, on se charogne sur tout le front, etc. Là, ils ont ces moyens-là, ils vont s'en servir. C'est normal, tout le monde utilise les moyens dont il dispose. Mais ce n'est pas la même chose que commencer la guerre. Le premier tir part de Kaliningrad. Parce que là, il ne faut pas perdre la guerre. Je veux dire par là que si jamais ils commencent la guerre en flinguant un C-17 ou un Ro-Ro de l'OTAN qui était en train de renforcer les Baltes, donc on passe devant en disant que la gueule de tirer, et les gars, ouais, ils tirent. Là, si jamais ils font ça, à ce moment-là, il faut absolument qu'ils gagnent la guerre. Parce qu'à la fin de la guerre, on dira, si c'est nous qui gagnons, Kaliningrad, c'est terminé. Ça s'appelle Königsberg, et on le donne au précédent propriétaire. Voilà. Et vous l'avez perdu. Et du coup, on peut se dire, a posteriori, à quoi ça m'a servi? J'ai flingué 3 avions, j'ai coulé un bateau, et j'ai perdu un territoire qui compte beaucoup pour moi. Donc, j'ai une attitude, si j'ose dire, à titre personnel, j'ai une attitude très décontractée face à l'A2AD. Attitude pas partagée par mes camarades, je le précise. Monsieur Cameron. Et puis il y avait d'autres, j'ai vu d'autres, monsieur là-haut après. Monsieur Cameron est là, c'est pas grave, mais bon, alors vous avez commencé le premier, vous attendrez votre tour. Et... Bonjour, merci pour vos interventions. J'ai une question un peu naïve et large. Est-ce qu'il y a une ligne de l'OTAN ou une inquiétude, un plan de route par rapport aux prétentions et aux avancées de la Russie en Arctique? Merci. Merci. Alors, Monsieur Cameron, peut-être vous posez, on va réunir les 2 questions. L'Arctique. Il est là. Tout le monde connaît Monsieur Cameron. C'est la vedette de l'amphithéâtre. Moi, je connais tous mes étudiants. Bonsoir. Oui. Raymond Aron avait une formule célèbre, paix impossible, guerre improbable. Ne pensez-vous pas que cela résume la position de l'OTAN, qui finalement jouerait un rôle de chien de garde pour assurer le statu quo de la situation des pays baltes et éviter ainsi une dégradation des relations avec la Russie? Merci. Merci beaucoup. Alors, vous êtes à peu près au même niveau, donc j'ai passé transplantation de micro par un très ancien étudiant. Ah oui. Est-ce que nous pourrions revenir quelques instants sur Kaliningrad? Si on comprend bien la volonté, après la Seconde Guerre mondiale, d'essayer de nettoyer l'héritage des chevaliers teutoniques, aujourd'hui, sur le plan géographique, c'est pas terrible, la solution. Est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est un non-problème? Autrement dit, est-ce que la zone russe de Kaliningrad est une motivation par rapport aux États baltes, les tensions entre la Pologne et la Russie éventuellement? Voilà. Très bien, merci. Alors, qui commence? Mon général, tu peux aussi répondre. Oui. Alors, Arctique, oui, c'est une inquiétude. C'est une inquiétude parce que la politique russe concernant l'Arctique, elle est très déclaratoire, sauf erreur, un sous-marin a planté un drapeau en dessous, etc. Donc il y a ce qu'on perçoit comme une militarisation de l'Arctique. Il y a un discours très ferme sur et nous ne laisserons pas l'envahisseur arriver par l'Arctique. Et puis il y a les bases. Donc ils ont une sorte de résurrection d'un certain nombre de bases soviétiques, des capacités déployées dans l'Arctique. Bon, on est dans une posture de renforcement de l'esprit de citadelle, donc on va projeter des moyens.
S'il y avait une troisième guerre mondiale, il y aurait un paquet de sous-marins qui couleraient sous la calotte glaciaire, je suppose. En attendant, ça reste un peu le domaine des pingouins, en réalité. Donc, ça inquiète en particulier les Norvégiens. Ça embête les Norvégiens, parce que les Norvégiens sont très fiers de leur dialogue avec les Russes. Ils ont un dialogue assez décomplexé avec les Russes. Puis ils ont réglé le problème de l'île aux ours, Svalbard, etc. Et donc, voir revenir les Russes dans un mode affirmatoire comme ça met un peu les Norvégiens dans l'obligation, pense-t-il, de nous aussi, on est dans le mode affirmatoire. Donc, on renforce notre flanc nord, etc., etc. Donc, on est dans un jeu je pense que c'est plus de la posture qu'autre chose. Bon, ça doit leur coûter un bras, soit dit en passant, ces bases. Guerre impossible, paix improbable, c'est ça, Aaron? Moi, j'y crois pas à titre personnel. Je n'y crois pas à la guerre. Je ne crois pas que ce soit dans l'intérêt des Russes. Je ne pense pas que ce soit dans le désir des Russes. Ils veulent de la reconnaissance. À la limite, s'ils tuent tout le monde, tous ceux qui veulent être reconnus par tout le monde, mais ils les tuent. Alors après, qui va les reconnaître? C'est idiot. C'est vide de sens. Donc ils sont dans ce dialogue, voilà, la posture pour qu'on les écoute. Parce que, indépendamment de ce que j'appelle le mythe de la victime et tout, ce qui est réel, c'est qu'ils n'ont pas été écoutés assez. On n'a pas trouvé les mots gentils qu'il fallait au bon moment, et on ne les a pas écoutés assez, et on les a méprisés. C'est vrai, ça c'est vrai. Donc on a du rattrapage à faire. Et je revenais sur pourquoi, quand vous dites c'est la 6e tentative que les généraux Gerasimov et Pavel se sont parlé et tout. Bon, il y a des détails techniques qui sont que c'est pas si simple que ça. Et en particulier, il faut se mettre d'accord sur l'agenda. Et nous, quand on insiste avec un agenda, où le premier sujet, c'est l'Ukraine. C'est un peu comme si je dis à ma femme, bon, ma chérie, il faut qu'on parle. Oui, alors on va parler de ta mère. Ah non, on n'en parle pas. Voilà, c'est la fin du dialogue. Si on exige de parler de la belle-mère d'entrée de jeu, on a un problème. Donc c'est le coup qu'on fait aux Russes. Et après, on s'étonne qu'ils ne veulent pas dialoguer. Ils ne veulent pas se faire engueuler. Je ne prends pas un coup de fil si c'est pour me faire engueuler. Et c'est pour dévoiler tous mes méchants petits secrets sur ce que je fais en Ukraine, etc. etc. Donc il faut aussi que nous, de notre côté, on détarre un peu nos exigences. Et puis d'ailleurs, vous avez employé le mot « exiger ». Alors là, s'il y a un truc qui bloque tout dialogue, c'est de dire « j'exige ». Et ça ne marche pas qu'avec les Russes. Bon. Et puis Kaliningrad, dans une relation décomplexée avec la Russie, Kaliningrad, c'est une bizarrerie géographique issue de l'histoire. C'est un territoire où la pollution est grave et inquiète ses voisins, réels, parce qu'ils ne sont pas tout à fait aux normes Euro 6, Kaliningrad. Voilà, c'est ce genre de choses. Ça serait effectivement, ça serait un sacré caillou dans la chaussure en cas de conflit régional ou généralisé. Ça nous embêterait beaucoup. Mais du temps où on s'entendait raisonnablement bien avec les Russes, Kaliningrad était une source de trafic, une source d'approvisionnement en cigarettes à moins cher pour beaucoup de membres de l'OTAN. Enfin, voilà quoi. C'est bon. Il y a d'autres bizarreries historiques. Personne n'a parlé de Saint-Martin. Voilà. Joseph. Bonjour. De nombreuses voix ont demandé à quoi servait l'OTAN après la chute du parc de Varsovie. Ma question n'est pas de reprendre ici les idées politiques qui étaient derrière ces voix, mais l'organisation a-t-elle déclaré un ennemi stratégique clair depuis cette chute? Sinon, comment l'OTAN gère et hiérarchise ces différentes priorités? Merci. Des bonnes questions de cours. Merci. Bon. Alors, est-ce qu'il y a la dernière question, peut-être, et vous, comme ça, vous répondrez ensemble, parce que je vois l'heure qui tourne. Il n'y a pas d'autres questions? Si? Vous? Alors voilà, la dernière question. Comment? Moi, je peux faire ça, Nico. Quelle influence sur les perceptions réciproques de l'UE et de l'OTAN, de leur rapprochement, justement, depuis Varsovie, par rapport à ce qu'on voit les Russes?
Très bien. Alors, Jean-Baptiste, tu veux répondre à une question? Et puis on laissera le général répondre et conclure. J'ai de très bonne relation avec ma belle-mère, donc je n'ai pas très bien compris. Mais t'as écrit un livre qui s'appelle Ma belle-mère, non, Apologie des belles-mères, non, j'aurais pu. Non, mais pour revenir sur la formule d'Aaron, le problème de cette formule-là, si vous l'appliquez à la situation actuelle, c'est qu'on remet une couche sur c'est le retour de la guerre froide, etc. Parce que Aaron a utilisé cette formule pour désigner la guerre froide, à l'époque de la guerre froide. Ça me semble dangereux. À la limite, pour décrire la situation actuelle, on peut parler de paix froide, plus que de guerre froide, et ça peut d'ailleurs s'appliquer à d'autres situations qui sont très différentes, comme par exemple la relation entre Taïwan et la Chine continentale. Aussi là-bas, il parle plutôt de paix froide, en reprenant Raymond Aron. Mais c'est le danger d'utiliser une formule qui est trop connotée guerre froide à une époque où justement on insiste un peu trop là-dessus, sur le fait que, notamment en matière de renseignement, les Russes sont revenus à un niveau de guerre froide dans les ambassades occidentales, etc. Donc peut-être pour désescalader, éviter des formules qui sont trop connotées. En général, je vous laisse conclure. Ça me servira de conclusion, justement. Sur la question de à quoi sert l'OTAN, j'adore cette question. J'ai écrit des textes dessus. Et alors, ok, l'OTAN a été créée parce qu'il y avait une menace, donc c'était une alliance contre cette menace. Bon, et la menace est évanouie, par surprise, au petit matin, c'était fait, en gros. Et il y a eu vraiment un période de flottement. Et je me souviens à l'époque, j'étais capitaine, je me souviens, il y avait des débats dans la presse au sens, ok, c'est bon, on va économiser maintenant, on va récupérer les emprises et faire du logement social dans un paquet d'endroits. On n'a qu'à fermer ce truc. Et puis il y a eu, les Balkans sont arrivés, et le partenariat. Le partenariat a relancé l'OTAN. Et en fait, on s'est rendu compte que nous étions une alliance contre au début. Et puis, comme avait dit, je crois, Shevardnadze, je vais vous faire la pire des crasses, je vais vous priver d'ennemis. On s'est rendu compte qu'après, on voulait rester ensemble. L'OTAN est maintenant une alliance qui n'a pas besoin d'ennemis pour vouloir exister. On est devenu une famille. Et nous sommes une famille attractive. Il y a encore des gens qui veulent nous joindre. Alors, il y a des gens dans la rue qui veulent rejoindre la famille, donc ils nous font les yeux doux. Et puis parfois on leur fait les yeux doux aussi parce qu'on aime bien leur capacité pour aller avec nous à gauche à droite. Et puis il y en a qui ils n'ont aucune intention de rejoindre l'OTAN, mais c'est un club sympathique. De temps en temps ils font des virées, des fêtes et tout, donc on peut y aller, on fait des opérations, on apprend des tas de choses. Donc c'est une famille attractive. Nous sommes devenus une famille. Une famille n'a pas besoin d'ennemis pour vouloir rester une famille. Et ça c'est quelque chose, je crois, que les Russes ne le comprennent pas. Nous sommes une famille et on a envie de rester ensemble parce que c'est un forum où la richesse des discussions est réelle et le contact des nations et beaucoup de nations n'auraient pas l'influence qu'elles ont s'il n'y avait pas l'OTAN. Elles se demandent où elles auraient cette influence. C'est pas à l'ONU, c'est pas à l'OSCE. Alors, juste pour l'Union européenne, est-ce que pour reformuler la question, est-ce que la entre guillemets crise avec la Russie a des perspectives de relancer l'UE, je ne sais pas. L'UE, officiellement, a des projets de relance. Là, j'ai vu Pedro Serrano qui en parlait et tout, il y croit. Bon, moi, j'aimerais bien. Ce que je constate, c'est que quand la France a décidé de revenir dans le commandement militaire intégré, en 2009, c'était aussi pour relancer l'UE, ce qui est devenu la PSDC. Au sens, l'idée, c'était on va se laver du soupçon originel de vouloir démater l'OTAN. Donc on rentre, on revient, on joue le jeu, et après, les gens seront moins soupçonneux quand on leur dira « Et pourquoi ça ne serait pas l'UE qui ferait cette mission ou cette opération plutôt que l'OTAN ?» Mais l'appétence, alors les Anglais, n'en parlons pas, et puis les Allemands, aujourd'hui, ils ne sont pas dans le mode, et les Français se sont découragés. Moi, les généraux que je connais, ils n'y croient plus. Enfin, je ne parle pas en leur nom, hein, mais alors l'UE se rend utile. Il y a encore des missions à gauche, à droite, elles continuent. Moi, je rêve d'une UE d'une vraie PSDC. Elle a des instruments aujourd'hui bien meilleurs qu'avant, donc je crois qu'elle pourrait. Est-ce que la volonté est là? Non. Et en attendant, l'OTAN rend bien service à tout le monde. Enfin, tout le monde. Oui, et je pense d'ailleurs, y compris aux Russes. Voilà. Merci beaucoup.